Bienvenue à Radio Kin. Aujourd'hui, deuxième épisode sur 3. On va parler de posturologie. Nous aborderons le rôle du pied et son impact sur le système postural. Donc, pour commencer, on va vous présenter les gens qui vont être avec nous aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Donc, nous avons notre amie Marie-Claude. Bon. Marie-Claude a 30 ans. Elle est belle comme un matin d'automne. Bonjour Marie-Claude. Hey, bonjour Charles, ça va bien? Oui, toi? Oui. Bon, tu t'es remise de notre dernier podcast? Oui, super intéressant. T'as pas trop serré des dents? Non, ça s'est bien passé, mais j'ai déjà commencé à penser à tout ce que Vincent avait dit par rapport aux petits tapes sur la bouche. J'ai commencé déjà à dire à mes clients d'essayer de récupérer entre les blocs d'entraînement en gardant la bouche fermée. Fait que, ouais, c'est tout un défi, par contre. Oui, moi, j'ai essayé le tape sur la bouche. Ah oui? Je l'avais pas essayé encore. Mais dans la moustache, c'est un petit peu désagréable. Oui, mais moi, je m'étais rasée, fait je pense que ça va être pas pire. Oui. Tout était correct. Oui, c'est ça. Mais j'y ai pas pensé, sincèrement. C'est incroyable. Ce qu'on dit, n'importe quoi. Oui. OK. Et nous allons passer maintenant à notre ami Gabriel. C'est tout ce que tu vas avoir parce que la dernière fois, Gabriel, YouTube m'a envoyé une notice comme de quoi que fallait que j'envoie des droits d'auteur à la veuve de Johnny Hallyday. Puis j'ai pas osé contester parce que je me suis dit, elle n'a plus besoin que nous autres. C'est sûr, sûr. Ouais, mais qu'elle Donc, sache, ça vient de qui, par contre, c'est terminé. Là. Non, c'est terminé. Je sais. Mais ça, c'est pas si elle nous faisait un don, ça ferait bien, par exemple. Oh, peut-être. Oui. Et en parlant de dons, je voulais faire un petit cours 101 sur YouTube. Les gens qui nous écoutent, ce qui est important, YouTube, de la façon que ça fonctionne, c'est si on veut que la chaîne avance, on a besoin que vous vous abonniez à la chaîne, que nous faisiez des thumbs up, des petits pouces en bas, et que vous nous écriviez un petit commentaire. Parce que c'est la seule façon, plus YouTube a de commentaires, plus on a d'interaction. Ils vont pousser vers l'avant la chaîne et les vidéos et ça va nous permettre d'avancer dans notre projet. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et quand vous abonnez à côté, vous allez avoir, il y a 3 petites cloches. Vous prenez la petite cloche du haut et ça va vous permettre d'avoir les notifications quand on va sortir une nouvelle vidéo. Donc, j'ai fini mon petit cours 101 sur YouTube. Ce qui peut arriver, Charles, avec l'algorithme qui arrive, c'est que même si tu es abonné à une chaîne, en fait, c'est que tu peux manquer quand même les nouvelles vidéos. Ça se peut que dans ton feed d'abonnement, la nouvelle vidéo de la personne que tu suis ne soit pas là. C'est pour ça que la cloche va être importante, en fait, à activer quand on a quelque chose à cœur. C'est pour être sûr de rien manquer, en fait. Moi, j'ai toujours aimé les cloches. C'est vrai, en plus. Je vis à côté de l'église, quand la cloche sonne, j'adore ça. Je sais pas, ça me rappelle mon enfance. Ça trahit mon âge aussi. Donc, et aujourd'hui, on reçoit une petite nouvelle avec nous. Julie Champagne. Attendez un petit peu. On a une petite tourne pour Julie. Vous ne l'avez pas entendu, hein? Non. Ça fait mal. Là, tu sais, Julie, elle est super mignonne. Allez, à plus. Tu vas savoir payer les droits d'auteur là-dessus. Court et efficace. Moi, je C'était continue la de toune de croire Julie. que ma chanson est moins prestigieuse. Ça y va par mérite. Ben, Écoute, tu vois, moi, je m'attendais à la toune de moi- Coloc, là. Alors, je quitte le plateau dans l'instant. Moi, j'en parlerai avec ta mère ou je ferais changer mon nom. Parce que trouver une chanson Marie-Claude, écoute, j'ai passé 30 heures là-dessus, c'est tout ce que j'ai trouvé. Puis sinon, je peux t'en composer une, si tu veux. Oui. Ah oui. Ah. On n'est pas sûr que ça va être mieux. On s'aventure dans un terrain vacant. Pas sûr que ça va être mieux. Bon, donc là-dessus, on est parti. Donc, Julie, bienvenue. Tu es une toute nouvelle à l'émission. Ben Quoique l'émission est assez toute nouvelle aussi. Mais, Julie, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton parcours académique et qu'est-ce que tu fais présentement au niveau du sport et tout ça. En fait, parcours académique, j'ai étudié à l'Université de Montréal en kinésiologie et j'ai ensuite été faire mon DESS à l'Université de Sherbrooke pour ensuite déménager à Québec
comme une intruse, je connaissais pas personne. J'ai décidé de partir ma clinique. En fait, c'est pas vrai, je connaissais pas personne. Je connaissais Roberto, le prof à l'université, fait que j'ai commencé à travailler avec lui un petit peu. Et puis, j'ai voulu développer ma clientèle, tout ça. Fait que j'ai été un petit peu dans le volet entraînement au début. J'avais toujours le volet thérapeutique, puis le volet entraînement. J'ai coaché dans le CrossFit aussi. Puis, à un certain moment donné, je me suis rendu compte que vraiment, la thérapie manuelle, je voulais me concentrer là-dessus. Fait que c'est ça, j'ai démarré ma clinique, puis depuis ce temps-là, je fais vraiment du musculo-squelettique. Personnellement, je m'entraîne, je fais de la musculation course à pied. J'en fais surtout à la maison, là, avec les 2 enfants. C'est ce qui est le plus facile. Fait que... Et je sais que tu es représentante pour des vêtements aussi. Tu peux nous en parler un peu? Oui. Ben, écoute, ça fait 1 an environ que je tombe en amour avec une marque de vêtements. Ça s'appelle Zaya Active. J'adore les produits. En fait, c'est pas juste les produits en tant que tels, mais c'est la compagnie en entier. Le côté environnemental, le confort des vêtements, la reconnaissance envers tout le monde. Non, c'est ça. Ça, c'est des vêtements en tout genre, en fait? C'est des vêtements de gym? Ou c'est... Ben, c'est des vêtements, à la base, c'est des activewear. Activewear. Non, mais c'est des vêtements de sport, mais je veux dire, ça peut être porté dans le tout aller. Justement, je suis habillée comme ça aujourd'hui. C'est que ça, ma garde-robe maintenant. Donc, en commentaire, on vous met le numéro des produits. Oui, c'est ça que je porte aujourd'hui. Non, mais c'est ça. Puis c'est bon pour toute la famille aussi, pour hommes, pour enfants, pour femmes. Fait qu'ils ont vraiment de tout, là. Oui, c'est ça. C'est du haut de gamme, là. Donc, on va mettre le lien en dessous de la vidéo et vous pourrez communiquer avec Julie pour avoir... Z-Y-I-A. Ouais. Et vous pourrez communiquer avec Julie pour avoir ces vêtements-là. Merci, Julie. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va recevoir, comme la dernière fois, le docteur Michel Marignan qui va venir nous parler de l'entrée posturale du pied. Et on l'a en ligne. Bonjour, docteur Marignan. Bonjour à tous et à toutes. Donc, il faut quand même expliquer aux éditeurs qu'on a à peu près 2 secondes d'intervalle entre mon intervention et la vôtre. Donc, ne vous en faites pas si le docteur Marignan tarde à répondre à mes questions. Donc, comment allez-vous, docteur Marignan? Mais écoutez, je vais très bien. Et puis, j'en profite pour vous féliciter tous, là, pour continuer cette aventure audiovisuelle. Je vous y encourage et j'apprécie votre bonne humeur québécoise. Merci. Merci. On apprécie de vous avoir au bout du fil, comme on dit. Docteur Marignan, est-ce que vous avez jardiné cette année? Comment va votre jardin? Les tomates, c'est terminé. Maintenant, il commence à faire froid. OK. Parce qu'il faut savoir que le docteur Marignan est un fin jardinier quand même. Oh, fin. Il ne faut pas exagérer. Mais enfin, je me débrouille. Tant mieux. Allez, abordons le sujet sérieux qui est la posturologie et surtout l'entrée posturale qui est le pied. Première question que j'avais envie de vous poser. Pourquoi le pied est considéré comme une entrée posturale, docteur Marignan? Alors, mon cher ami, je suis désolé, mais tu n'as pas bien écouté ma dernière intervention. Le pied n'est pas une entrée posturale, pas plus que l'œil. Désolé. Ce n'est pas l'organe qui est l'entrée, l'information derrière. mais l'information qu'il fournit. C'est pour ça que je suis revenu. Alors effectivement, C'était une question piège. Tu vas me refaire le coup pour l'œil, hein? Vous allez vous en y attendre cette fois-là. Oui, c'était un peu une question piège. Je vous laisse élaborer. Alors, oui, les informations fournies par le pied sont bien des entrées posturales parce qu'elles participent, elles sont de 2 types d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler du pied, mais parce que c'est insuffisant, c'est imprécis, mais elles participent parmi d'autres informations au contrôle de la station debout. Et effectivement, quand vous et moi sommes debout, nous sommes sur nos pieds et sur rien d'autre. Donc il est tout à fait naturel que chez l'être humain, les informations podales soient utilisées pour le contrôle de la station debout. Voilà, on peut dire que donc le pied fournit 2 types d'informations.
que vous connaissez, mais que nos auditeurs ne connaissent pas. Il y en a une qui est qu'on appelle la proprioception, qui est en provenance des muscles du pied, et une autre qui est en provenance de la peau du pied, qui est en constante pression quand vous êtes debout et puis que vous bougez dans l'espace. Quand vous parlez de la proprioception du pied, est-ce que vous parlez d'un phénomène mécanique ou un phénomène neurologique? Alors c'est bien entendu un phénomène neurologique, puisque les entrées posturales sont des informations sensorielles. La mécanique du pied joue un rôle dans la capacité du pied à coder l'information proprioceptive, mais ne joue pas directement dans le contrôle postural. Donc, si on parle Si on parle du pied, on peut voir trois aspects. On peut voir trois aspects au pied. On peut voir y voir de l'orthopédie, podale. C'est ce qui est censé être traité par des semelles orthopédiques. Mais l'orthopédie ne joue pas directement sur la façon dont le système nerveux central va gérer et stabiliser la station debout. Ce qui joue une information primordiale, c'est d'abord la proprioception, qui est une sensibilité musculaire. OK. Alors qui vient de tous les muscles du corps, mais en particulier de celle des pieds. Et maintenant, pour Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. C'était même plus que clair. Est-ce que maintenant, l'extéroception plantaire cutanée, son rôle au niveau du pied? Alors, autant la proprioception renseigne le système nerveux sur l'inclinaison du corps dans l'espace par rapport au sol, autant ce qu'on appelle l'extéroception cutanée plantaire renseigne le système nerveux sur la résultante du poids du corps au sol. C'est-à-dire que la peau du pied étant constamment en pression quand on est debout, et c'est la seule zone du corps qui est en pression permanente au niveau cutané, elle fournit une véritable information qui potentialise l'action de la proprioception. Donc les deux sont deux entrées posturales différentes, toutes les deux en provenance du pied, mais qui se traitent de façon différente en cas de dysfonctionnement, soit au niveau du pied, soit plus généralement de tout le circuit de contrôle et de traitement de cette information. Je sais, docteur Marignan, qu'il y a aussi au niveau de la peau du pied, au niveau scientifique, un dilemme, à savoir si c'est les cellules de Merkel ou autres qui captent les pressions pour amener ça au cerveau, ou c'est tout simplement les terminaisons nerveuses. Je sais que les scientifiques ne s'entendent pas sur ce sujet. Est-ce que j'ai raison ou ça a été réglé, cette question-là? Alors, ce problème n'a pas vraiment été réglé parce qu'il y a de très nombreux mécanorécepteurs au niveau de la peau et plus particulièrement au niveau de la peau des pieds, de la voûte plantaire. Les premiers travaux, à ma connaissance, qui ont eu lieu, ont porté sur les récepteurs de Pacini, qui sont des mécanorécepteurs profonds. Je cite par exemple les travaux du professeur Roll, qui a consisté à faire vibrer la peau des pieds chez un sujet debout à la fréquence de stimulation des récepteurs de Pacini, action qui induit des réponses orientées du corps. Okay. Mais il s'avère qu'il n'y a pas que les récepteurs de Pacini, il y a les corpuscules de Messner, il y a les récepteurs de Ruffini, il y a les récepteurs de Merkel. Okay. Et puis les terminaisons nerveuses libres. Alors tout cela fait un ensemble et il faut que cet ensemble fonctionne de façon coordonnée et harmonieuse, ce qui souvent n'est pas le cas, en particulier à cause des chaussures.
Donc, on ne peut pas dire que c'est juste les cellules de Merkel ou juste les terminaisons nerveuses. C'est probablement l'amalgame de toutes ces structures-là au niveau de la peau du pied qui permettent de bien capter les pressions au sol, si je comprends bien. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est tout à fait ça. Même si il y a très peu d'études sur les différents récepteurs cutanés au niveau du pied, il semble que en fait, il soit très difficile de dissocier les différents capteurs de pression. Ce sont tous des capteurs de pression et qu'ils constituent un tout indissociable, effectivement. Parfait. On reviendra tout à l'heure sur les cellules de Merkel. Julie, une question? Oui, bien, tantôt, vous avez mentionné que le port des souliers pouvait nuire pas à la proprioception, mais au bon développement. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient de perturber l'extéroception plantaire, autre que les chaussures? Alors, je pense que le port des chaussures est un des facteurs principaux parce que dans nos pays occidentaux civilisés, et du moins, sauf si vous habitez en Afrique, tout le monde porte des chaussures en permanence. Or, la chaussure est une espèce d'interface qui est mise entre le pied, qui lui-même reçoit des informations du corps pesant, et le sol. Et évidemment, nous sommes influencés par la modification des informations induites par le port de chaussures. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'il y a très souvent une atrophie des capacités notamment de la peau à capter et à coder les informations correctement. Et est-ce que tu as une question, Gam? Oui, j'aurais une petite question pour Dr Marian. En fait, je voudrais savoir pourquoi, en fait, est-ce que l'extéroception est aussi souvent délaissée? Pourquoi on n'en parle pas souvent? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui le prennent en compte? Est-ce que c'est seulement par rapport, est-ce que c'est pas encore découvert, c'est pas encore assez recherché, ou il y a vraiment quelque chose qui bloque notre vision sur ce sujet-là, sur l'extéroception? Oui, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui bloque, mais vous savez, il a fallu 30 ans avant que les podologues s'intéressent un peu, et c'est pas toujours le cas chez les podologues, à la proprioception. Alors pour l'extéroception, il va falloir encore attendre 30 ans. C'est ça, donc c'est encore trop tôt. Oui, peut-être. Je serai encore plus jeune. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il y a d'autres facteurs aussi, docteur Marignan. Il y a on sait que chez les personnes âgées, la peau capte beaucoup moins bien le sol aussi. Oui, absolument. Il y a eu des études, je pense à l'étude de Propira aux États-Unis, qui était confronté à la chute des personnes âgées. Et il a mis en place un système de rééducation qui consistait à faire monter les personnes âgées sur une plateforme, une espèce de plateforme équipée d'aiguilles vibrantes. Et au bout de quelques séances, les personnes âgées retrouvaient une capacité à se stabiliser dans l'environnement et par rapport au sol équivalent à celle d'une personne de 20 ans. Donc je pense qu'il y a vraiment une atrophie, d'une part par la chaussure et ensuite avec le vieillissement, bien entendu, les choses ne peuvent pas s'arranger. OK, je crois que Marie-Claude a une question. Mais en fait, c'est plus, je ne sais pas si on va orienter la discussion. Le but aussi ici à Radio-Kin, c'est de parler d'entraînement et d'exercice. Mais j'aimerais avoir votre opinion, Dr Marignan, sur les exercices proprioceptifs. Les exercices proprioceptifs. Donc, on a tendance, parce que tout à l'heure, il existe peu de techniques. Oui, je m'excuse, on a un petit décalage. En fait, c'est que souvent, tout à l'heure, ce qu'on semblait dire, c'est qu'il y a beaucoup de récepteurs différents dans la plante du pied et que si on a une information de un de ces récepteurs-là qui est dysfonctionnel ou qui est moins optimal, ça va dérégler la boucle, dans le fond, impliquant tous ces récepteurs-là. Mais on a souvent tendance à donner des exercices, exemple pour un arrière-pied qui est pronateur. Je me demandais ce que vous
est-ce que vous considérez que c'est approprié? Parce que moi, dans ma tête, j'ai toujours un conflit entre soit la capacité d'analyse des informations ou la qualité des informations. Fait que j'ai toujours un peu dans ma tête, je veux optimiser la capacité d'analyse du cerveau, mais je veux aussi optimiser l'information que j'envoie à mon cerveau. Puis ça, est-ce qu'il y a des exercices qui font du sens? Et on a souvent tendance à donner un trop grand stimuli au niveau des exercices, mais je voulais avoir votre opinion par rapport à ça. Donc, le mécanique versus l'électronique. Oui, alors, désolé pour le décalage pour nos auditeurs, mais quand le son m'arrive ici en France, il faut le temps qu'il reparte et ça semble un petit peu décousu. Oui, exact. Au point de vue de la rééducation, je ne connais que 2 techniques qui permettent de rééduquer le pied en tant que fournisseur d'informations posturales. C'est d'une part les techniques de Bobat, rééducation proprioceptive pour la proprioception, et pour l'ensemble des entrées d'origine podale, moi je conseille le tai chi. OK. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des mouvements très lents et en équilibre, et justement ça permet au système nerveux central d'écouter, c'est justement d'être à l'écoute des variations de pression sous la plante des pieds, qui, je vous le rappelle, est le seul contact au sol. Donc là, vraiment, on oblige le système à être vigilant par rapport aux informations podales. Ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup. Maintenant, docteur Marignan. Oui. Docteur Marignan, allez, continuez, je ramènerai ce sujet-là après. Donc je disais, dans les publications, ça a été scientifique, il a clairement été démontré que le tai chi était très bon pour l'équilibre de la personne âgée. Et de façon plus générale, chez la personne âgée, évidemment, il y a les techniques de rééducation sur plateforme, sur plateau de Freeman modifié. OK, j'en ai un à côté de moi, docteur Marignan. Oups, mon son. OK, excusez-moi. J'en ai un à côté de moi, docteur Marignan, pour les auditeurs. Donc, je vais pouvoir le montrer. Donc, ça, c'est le plateau de Gagé. Hein? Et on a à peine 2 cm sur la sphère en dessous. Vous allez nous expliquer comment fonctionne ce plateau, docteur Marignan? Alors, c'est un plateau de rééducation qui a été conçu au départ pour la rééducation posturale chez les personnes âgées, c'est-à-dire que il n'est pas capable, malgré son instabilité, de faire chuter une personne âgée dont l'équilibre est instable. Ça, c'est d'une part. Et ensuite, il faut l'utiliser en conjonction avec un certain nombre d'exercices spécifiques qui sont des exercices de suppression progressive des entrées posturales autres que celles du pied, jusqu'à ne conserver quasiment que l'entrée podale, que les entrées podales. Exemple. Donc ça permet de... par exemple, on va demander à la personne de trouver son équilibre sur le plateau, c'est-à-dire trouver son équilibre, ça veut dire tenir debout dessus sans que les bords touchent le sol, et puis on va lui demander de fermer les yeux. Et à ce moment-là, elle va passer dans une deuxième phase d'exercice où elle va apprendre à se stabiliser sans la vision. OK. Voilà. Il y a tout un tas d'exercices. Ça fait l'objet d'un document qui a été édité par Pierre-Marie Gagé qui s'appelle Mort aux chutes. Je crois qu'on peut le retrouver sur Internet, ce document-là. Pour les auditeurs, si je le trouve, je le mettrai dans les descriptifs sous la vidéo. Docteur Marignan, ça m'a... Oh, Gabriel a une question. Je voulais juste revenir 2 petites secondes sur le plateau, sur l'appareil en tant que tel. On parle vraiment d'un appareil qui est fait sur mesure, en fait. C'est pas l'appareil qu'on retrouve dans les gyms, parce que j'ai déjà travaillé avec ça, avec des athlètes en salle de gym, mais là, c'est pas pareil. Ça, c'est là, je montre ça, au docteur Marignan, je montre un plateau de Freeman aux auditeurs. C'est totalement différent. Qui est vraiment plus... Donc celui-là, c'est dans les gyms. Oui, celui-là. Et celui-là, c'est le plateau de Gagé.
Donc, une fois, on parle d'un trop grand stimuli pour vraiment créer, pour donner le temps au corps d'écouter les changements qu'on veut faire travailler. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est trop, dans le fond, ce qu'il y a en dessous, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le centre, dans le fond du plateau, il est trop haut. Donc, ça fait des trop grands changements rapides de longueur musculaire, par exemple. Fait que les informations ne sont pas... J'imagine que ça peut faire chuter aussi la personne. Exact. La personne avant. Oui, le système postural est un système de régulation qui est extrêmement fin. Or, le plateau de Freeman provoque des déséquilibres qui sont au-delà de ce que peut gérer le système postural. Okay. Donc, c'est à proscrire totalement. Il faut spécifiquement un plateau de Gagé. C'est merveilleux. C'est des informations qui nous manquent, ça. Oui, merci beaucoup. Docteur Marignan, maintenant, ça m'amène à vous poser la question. Vous avez créé et inventé la puce électronique neurostable pour stimuler l'extéroception plantaire cutanée. Et à quoi ça sert et comment ça fonctionne, cette puce-là? En premier lieu, je vous demanderais comment vous avez eu l'idée d'inventer ce dispositif. C'est quoi, en fait? Cette idée, la plupart des idées viennent souvent d'une nécessité. Or, les posturologues avaient constaté depuis longtemps qu'il y avait des déséquilibres et des syndromes posturaux de toute évidence d'origine podale pour lesquels on ne voyait au niveau du pied, à l'examen du pied, aucune anomalie. Il s'avérait donc qu'il y avait une anomalie non visible. Et ça correspond peut-être, ça explique peut-être pourquoi les podologues ne s'y intéressent pas, c'est parce qu'ils ne le voient pas. Alors cette anomalie, elle ne pouvait pas être proprioceptive, il n'y avait plus que la peau qui pouvait être la cause de cette anomalie. Et à l'époque, je travaillais au CNRS, et on a essayé diverses stimulations et on a finalement abouti à une stimulation électromagnétique qui permet d'augmenter la sensibilité de la peau du pied à la pression, finalement de restaurer ce que la chaussure a fait perdre progressivement. Et donc, on a d'abord testé ce produit en laboratoire. On s'est rendu compte que quand il était appliqué sous le pied, il provoquait un échauffement localisé au niveau du pied, ce qui correspond à une vasodilatation et donc une mise en jeu de tous les processus microcirculatoires au niveau du pied. D'ailleurs, il paraît qu'au Canada, les premiers qui l'ont utilisé le conseillaient dans les chaussures pour ne pas avoir froid aux pieds. Enfin, c'est pas le but d'origine. Non, mais on sait que ça... Une fois qu'on a mis en évidence... continuez, docteur Marignan. Oui, je vous en prie. Non, mais on sait que ça stimule la microcirculation. Oui, et surtout, ça stimule l'extéroception cutanée plantaire. Mm-hmm. Alors nous, on a eu l'idée de concevoir des circuits appariés qui permettent de la symétriser, parce que le plus gros problème, bien sûr, il apparaît en clinique quand les deux pieds n'ont pas la même sensibilité à la pression. Forcément, le sujet, à ce moment-là, se perçoit comme étant droit quand il est penché sur le pied le moins sensible. Okay. Et donc, on a constaté qu'en faisant une stimulation autour de 5 MHz sous chaque pied, de façon exactement symétrique, eh bien, le sujet se redressait immédiatement. Et c'est à partir de là qu'on a conçu ce microcircuit qui ne délivre pas à proprement parler une stimulation, mais qui sélectionne, qui induit une réponse en fréquence dans une bande bien étroite, et qui est celle justement de la sensibilité à la pression. Et je crois que la théorie derrière, c'est que, vous me corrigerez, mais que ça stimule les cellules de Merkel. Je crois que les cellules de Merkel sont les seules qui sont sensibles au champ électromagnétique. Est-ce que j'ai raison ou je me trompe?
Alors, c'est tout à fait exact et ça fait partie des mystères non encore connus des capacités de la peau, qui, je vous rappelle, sont un dérivé, le dérivé comme le système nerveux de l'ectoderme, mais donc la peau et le système nerveux ont les mêmes origines embryologiques. Il y a dans la peau des cellules qu'on appelle les cellules de Merkel, qui ne sont pas les corpuscules de Merkel, c'est différent. Les cellules de Merkel apparaissent dans la peau en tant que précurseurs de l'innervation. Et elles restent ensuite présentes en permanence dans la peau, ce sont des cellules dites immortelles. Et effectivement, immortelles parce qu'elles ne se reproduisent plus. Mais elles sont toujours là. Et effectivement, elles sont sensibles aux champs électromagnétiques. Donc on a pensé, et je pense que c'est la réalité, que c'est via cette sensibilité des cellules de Merkel qu'on obtient une sensibilisation ou une augmentation de sensibilité de la peau du pied par une stimulation électromagnétique. C'est merveilleux, mais Dr Marignan. Merci beaucoup pour ces informations qui sont précieuses. Maintenant, je vais vous emmener sur le sujet des souliers de sport. Je sais que vous adorez les souliers de sport et que vous aimeriez nous en parler. C'est une blague. Oui, effectivement. Je pense que plus une chaussure de sport est technique et coûteuse, plus elle est toxique pour le système postural.